24 News, il est 19h, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats et lauréates du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen. Des médailles et des récompenses ont été remises aux étoiles montantes du pays. Coup d'envoi des travaux du deuxième bilan du sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires à Addis Abeba avec la participation de l'Algérie. Dans une allocution du président Abdelmadjid Tebboune lue en son nom par le ministre du Commerce extérieur, le chef de l'État a mis en avant les efforts consentis par l'Algérie pour réaliser sa sécurité alimentaire. Washington a conclu un accord cadre avec l'Union européenne comprenant un tarif douanier de 15% sur les marchandises entrant aux États-Unis. Une décision regrettée par la France qui déplore la soumission de l'UE. Et puis à Gaza, le cauchemar continue. Au moins une cinquantaine de martyrs sont à déplorer ce lundi dans les 4 coins de la bande alors que la famine continue d'emporter des vies. Et enfin, le Hamas a qualifié les négociations en direct pour un cessez-le-feu avec l'entité sioniste de dénuées de sens dans un contexte de blocus et de famine continue. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce lundi au Palais du Peuple la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats et lauréates du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen, à qui il a remis des médailles, des cadeaux et des récompenses financières. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement, ainsi que des familles des lauréats distingués. يكرم للمرة الثانية أمام السيد رئيس الجمهورية سبق أن قدم فائزا يحظى بميدالية وهدية ومكافأة مالية يسلمها إياه السيد رئيس الجمهورية. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être au Palais du Peuple après avoir été honorée par le président de la République. C'est un honneur pour moi, une motivation, un élan et un bon départ pour mon parcours. J'ai été honorée d'assister à cette cérémonie avec d'excellents lauréats. Si Dieu le veut, nous continuerons à servir l'Algérie. Nous remercions le président de la République, commandant suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale pour cette cérémonie organisée pour honorer les lauréats du baccalauréat. Je remercie également le ministre de la Défense nationale et le haut commandement de l'armée nationale populaire d'avoir offert toutes les commodités qui ont permis d'avoir ces classements et ces moyennes élevées. J'incite les générations futures à nous prendre comme modèle, à suivre notre chemin pour avoir de tels résultats. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au président de la République pour cet honneur et cette initiative encourageante. Je remercie également tous les responsables de cette cérémonie pour leur chaleureuse hospitalité et leur accueil chaleureux. J'espère que cet événement sera le premier d'une longue série de privilèges et de succès à venir. Premièrement, je remercie le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, pour son invitation. Et j'encourage tous les étudiants qui ont leur bac cette année. Et je souhaite la meilleure chance pour les étudiants qui l'ont raté cette année.
Le président algérien a par ailleurs reçu cet après-midi le grand moudjahed et illustre écrivain et romancier Rachid Boujedra au siège de la présidence de la République, avec lequel il s'est entretenu en tête-à-tête. Ouverture ce lundi en Éthiopie des travaux du deuxième bilan du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires à Addis Abeba avec la participation de l'Algérie. À cette occasion, le président Abdelmadjid Tebboune a adressé une allocution lue en son nom par le ministre algérien du Commerce extérieur et de la promotion des exportations Kamel Rezzig, mettant en avant les efforts consentis par l'Algérie pour réaliser sa sécurité alimentaire à travers l'adoption de plusieurs stratégies de soutien à l'investissement dans le secteur agricole et la mobilisation des ressources en eau tout en faisant face aux effets du changement climatique. On en écoute un extrait. L'Algérie a participé à ce processus depuis le début. L'Algérie a mis en place une feuille de route nationale de transformation durable des systèmes alimentaires avec l'adoption de mesures pratiques répondant à l'appel lancé par le secrétaire général des Nations Unies en 2023 à travers une gouvernance institutionnelle pour la transformation des systèmes alimentaires au niveau national avec la participation de tous les départements ministériels concernés. Guerre commerciale, Washington a conclu un accord cadre avec l'Union européenne comprenant un tarif douanier de 15% sur les marchandises de l'UE entrant aux États-Unis. Les termes de l'accord sont encore en cours de négociation et pour l'heure, rien n'a été formalisé par écrit. Les détails, Sohila Kelal. Une poignée de main qui vient sceller un accord commercial provisoire conclu à quelques jours de la date butoir qui allait déboucher inexorablement sur une escalade tarifaire potentiellement dévastatrice entre l'Union européenne et les États-Unis. Selon les termes de l'accord, la majorité des exportations européennes vers les États-Unis seront désormais soumises à un droit de douane de 15%, les produits pharmaceutiques n'étant pas concernés. Nous avons un accord commercial entre les deux plus grandes économies du monde et c'est un accord majeur. Il apportera stabilité et prévisibilité. C'est essentiel pour nos entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Il s'agit de droits de douane de 15% sur l'ensemble du marché, tout compris. Nous sommes d'accord pour que le tarif applicable aux automobiles et à tout le reste soit un tarif applicable de 15%. Je pense que c'est, je vous laisse le dire, le plus gros accord jamais conclu. Selon l'accord, l'Union européenne s'engage pour 750 milliards de dollars d'achat d'énergie et à 600 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis. Par ailleurs, l'UE s'engage à ouvrir ses pays au commerce avec les États-Unis sans droit de douane, mais également à acheter une quantité importante de matériel militaire. Les exportations d'acier et d'aluminium de l'UE vers les États-Unis sont taxées à hauteur de 50%. Quant aux exportations agricoles américaines, elles seraient plus accessibles dans l'Union européenne. Ces premiers éléments laissent clairement entrevoir que l'UE payera le prix fort à travers ce nouvel accord qui ouvre notamment grand les portes du marché européen aux véhicules américains. Cela risque de faire grincer des dents certains pays leaders du secteur automobile tels que la France ou encore l'Allemagne. L'accord en question n'a pas manqué de provoquer des inquiétudes au sein de l'Union européenne, que ce soit Giorgia Meloni, la chef de l'exécutif italien, ou la ministre allemande de l'économie, Catherine Reich. Toutes les deux ont manifesté un soutien prudent à cet accord, soulignant la nécessité de poursuivre les travaux afin de clarifier sa mise en œuvre. Le taux de base de 15%, s'il inclut les taux précédents, constitue à mon avis une base viable. Bien sûr, nous devrons examiner les détails. L'accord devra être peaufiné et certains aspects doivent donc être précisés. L'accord est certes complexe. En ce qui concerne le tarif de base de 15%, il est juste et important que certains secteurs aient été exclus. Pour les autres, cela impliquera une adaptation. Ce taux de 15% est bien évidemment inférieur aux 20% instaurés puis suspendus temporairement par Donald Trump en avril dans le cadre de ses droits de douane réciproque, ainsi qu'aux 30% qu'il avait menacé d'imposer dans une lettre envoyée à von der Leyen plus tôt ce mois-ci. Même si les deux parties semblent satisfaites, il n'en demeure pas moins que l'accord reste une concession douloureuse pour l'Union européenne.
Au lendemain de la signature de cet accord cadre, les réactions françaises ne se sont pas fait attendre. Le chef de l'exécutif, François Bayrou, a fait part de sa déception, regrettant un jour sombre où l'Europe s'est résolue à la soumission, révélant ainsi au grand jour les failles de l'économie française, pas si indépendante que prêchée. Mohamed Amin Berkane. Les déclarations du Premier ministre français sont une reconnaissance brutale de la fragilité de ce qui reste de la souveraineté européenne sous la direction de la France. L'accord que Paris a qualifié de désastreux est venu révéler l'étendue de la dépendance politique et économique de l'Europe vis-à-vis de Washington, malgré les tentatives répétées menées par la France pour faire preuve d'une certaine indépendance stratégique. Depuis son arrivée au pouvoir, le président français Emmanuel Macron s'est efforcé de présenter la France comme une puissance européenne indépendante de l'influence américaine. Il a appelé à la création d'une armée européenne unifiée en dehors du cadre de l'OTAN, ce qui lui a valu à l'époque une réponse de Trump qui a qualifié l'idée d'insulte à l'Amérique. Aujourd'hui, le nouvel accord commercial a complètement renversé la vapeur puisqu'il a été signé sans tenir compte de la position française, que Paris a considérée comme une soumission humiliante aux conditions de Washington. La France se noie dans les contradictions et recule dans ses ambitions de leadership en Europe. Malgré tous les slogans de Paris sur l'indépendance de l'Europe, les événements prouvent que la France et l'Union européenne ne sont que des suiveurs de Washington sur les grandes questions. L'échec de Macron n'est pas tactique mais plutôt stratégique. Il n'a pas réussi à imposer sa vision d'une solution en Ukraine. Il n'a pas réussi à construire un véritable bloc de défense européen. Il n'a pas réussi à freiner l'influence américaine en Europe. La France n'est plus une puissance militaire ou de sécurité influente. L'Amérique couvre 70% des dépenses de l'OTAN. L'Europe de l'Est, notamment la Pologne, ne fait confiance ni à la France ni au projet de Macron et préfère le parapluie américain, ce qui fait des ambitions d'indépendance européenne une illusion politique et médiatique. La France aujourd'hui, sous la direction de Macron, ne dirige plus l'Europe, mais est devenue une voix dissidente au sein d'un continent qui suit les décisions de la Maison-Blanche. Et tandis que Paris promeut des discours de souveraineté, elle reçoit une gifle après l'autre de la part de Washington, au milieu d'une division européenne interne et de montée de l'extrême droite. Un sujet qu'on développera plus amplement dans nos prochaines éditions. Direction à présent les territoires palestiniens occupés où les bombardements sionistes continuent de faire rage. Pas moins d'une cinquantaine de Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'aube de ce lundi, selon l'agence de presse palestinienne Wafa, dans des raids d'agression sionistes ayant ciblé plusieurs zones de la bande. À noter qu'une dizaine de civils ont été assassinés par les balles des forces d'occupation près d'un point de distribution d'aide. Le bilan s'est donc alourdi à 59 921 martyrs et 145 233 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 100 Palestiniens et 382 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de l'enclave, et ce au cours des dernières 24 heures. La ville de Khan Younes, au sud de la bande, une nouvelle fois prise pour cible par les forces d'occupation sionistes. On parle de 25 Palestiniens, dont de nombreux enfants tombés en martyrs dans le bombardement d'une maison près du camp de déplacés de la région. Nous ne voulons pas d'aide, nous ne voulons aucune aide. Nous voulons qu'ils arrêtent la guerre et nous laissent vivre en sécurité. Nous sommes épuisés. Nous ne pouvons même pas acheter un sac à langer pour la petite fille. Elle est sur le point d'accoucher et nous n'avons ni couche ni rien. Nous sommes épuisés. Il n'y a rien, ni tente ni matelas. Regardez ça. J'aimerais vous emmener voir nos tentes. Il n'y a plus de place. Nous souhaitons qu'ils arrêtent la guerre. Nous souhaitons que les médiateurs arrêtent la guerre pendant 2 semaines ou un mois pour se reposer, respirer et vivre comme des humains. Le chef du mouvement de résistance palestinien Hamas à Gaza, Khalil Haya, a déclaré dimanche que les négociations indirectes pour un cessez-le-feu avec l'entité sioniste étaient, je cite, dénuées de sens dans un contexte de blocus et de famine continue, ajoutant que la livraison immédiate de nourriture et de médicaments serait la seule indication sérieuse de l'utilité de poursuivre les négociations. Il est inutile de poursuivre les négociations sous blocus en exterminant et en affamant nos enfants, nos femmes et notre peuple dans la bande de Gaza. L'acheminement immédiat et digne de nourriture et de médicaments vers notre population est la preuve tangible et sérieuse de la viabilité de la poursuite des négociations.
Dans ce contexte, Khalil Haya a appelé les pays et les composantes de la nation arabe et islamique à rompre toute relation politique, diplomatique et commerciale avec l'entité sioniste. Nous appelons les pays, les composantes de la nation arabe et islamique à rompre toute relation politique, diplomatique et commerciale avec l'entité sioniste. Nous appelons également les masses de la nation à exprimer par tous les moyens leur colère face à ce qui se passe dans la bande de Gaza libre. Nous appelons spécifiquement nos peuples arabes et islamiques, en particulier ceux des pays voisins de la Palestine, à marcher vers la Palestine par terre et par mer, à assiéger les ambassades et à boycotter les activités économiques et touristiques. Et ces chiffres accablants, la famine emporte de plus en plus de Gazaouis ces derniers jours. Le ministère palestinien de la Santé a révélé ce lundi que 14 Palestiniens, principalement des enfants, sont morts de malnutrition dans la bande de Gaza en l'espace de 24 heures. Dans un communiqué, le ministère a confirmé que le nombre total de martyrs dus à la famine et à la malnutrition dans l'enclave s'élevait à présent à 147, dont 88 enfants. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance s'indigne face à l'ampleur que prend la famine à Gaza, indiquant que tous les Palestiniens de la bande ont faim, les enfants en particulier. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, l'UNICEF ajoutait qu'au lieu d'aller à l'école, les garçons et les filles risquent leur vie dans l'espoir d'obtenir de la nourriture, soulignant que des quantités suffisantes d'aide doivent désormais être autorisées. Pendant que Gaza meurt de faim, le monde regarde en spectateur. Le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés a qualifié ce lundi la situation dans l'enclave de catastrophique, déclarant que le compte à rebours vers la famine était terminé, des enfants mourant chaque jour de faim. La situation actuelle est catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Nous disons que le temps presse et que le compte à rebours vers la famine est lancé. Or, à l'heure actuelle, des enfants meurent chaque jour de faim, de maladies évitables. Le temps est compté, la catastrophe est là. Des enfants meurent de faim et elle est entièrement créée par Israël. Les largages aériens, c'est vraiment une blague. 25 tonnes en un seul et coûteux largage, ce n'est pas normal. Ça représente 2 camions, un seul largage. Donc tout le système est trop compliqué en soi. Ça ne va pas éviter la famine. L'Espagne aussi a exprimé son indignation, qualifiant de honte la famine dans l'enclave résultant du siège inhumain imposé depuis octobre 2023 par l'occupation sioniste, affirmant que Madrid portera le dossier de l'aide aux Nations Unies. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a affirmé que l'Espagne est prête à envoyer toute l'aide nécessaire à la bande de Gaza. Vous êtes sûrement passé par ces images de Palestiniens, hommes, femmes et enfants, qui se battent pour avoir une ration de nourriture. Telle est donc la macabre réalité de la situation depuis presque 2 ans à Gaza. Hiba Al-Ghamari, une mère palestinienne de 3 enfants, raconte son calvaire. Amalam Zenzitouni. Récipient à la main, ces Palestiniens se rassemblent dans une soupe populaire de la ville de Gaza dans l'espoir de recevoir de la nourriture. La crise de la faim dans l'enclave palestinienne s'aggrave de jour en jour. Hiba Al-Ghamari est une mère palestinienne de 3 enfants. Elle se rend chaque matin dans plusieurs soupes populaires pour essayer de trouver suffisamment de nourriture pour ses enfants. Dans sa lutte quotidienne, Hiba s'est même brûlée suite à des déversements de casseroles dans les soupes populaires submergées. Je vais à la soupe populaire tous les jours à 6h30 pour trouver de quoi nourrir mes enfants. Et finalement, je me suis brûlée. J'ai fait le plein à la première soupe populaire, mais ce n'était pas suffisant. Une marmite comme celle-ci. Alors, j'ai fait le plein à la deuxième soupe populaire. Il n'y a plus de pain à emporter. Mon fils se réveille chaque matin et me dit « Je veux du pain ». Nous sommes en proie à la famine. J'appelle toutes les nations arabes et le monde entier à mettre fin au génocide en cours. Les avions larguent de l'aide et apportent de la farine de Zikim. Nous n'avons vu
aucune quantité de farine, aussi minime soit-elle, ni rien obtenu de l'aide larguée par avion. Chaque matin qui se lève sur la bande de Gaza n'apporte rien d'autre que plus de faim, plus d'effondrement et un sentiment croissant de désespoir. Nourrir ses enfants est un exploit pour les parents gazaouis. Je suis vraiment heureuse quand je nourris mon enfant et j'aimerais qu'il y ait plus de nourriture. J'aimerais que la nourriture soit plus bénéfique que celle-ci parce que nous souffrons de la nourriture disponible. Est-ce que cela répond à nos besoins? Par Dieu. Hier, nous nous sommes endormis avec seulement de l'eau et du sel dans l'estomac, comme les derniers jours. La mort ne fait plus peur à personne à Gaza. Mourir par un éclat d'obus, par une frappe aérienne ou mourir de malnutrition. La mort n'est plus une fin, c'est une délivrance. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu ce lundi sa réunion mensuelle sur la situation politique et humanitaire en Syrie, suivie de consultations à huis clos. Dans ce contexte, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amr Benjama, s'est exprimé à ce sujet au nom du groupe A3+, condamnant fermement les violences à Souaïda, au sud-ouest du pays. On l'écoute. J'ai l'honneur de prononcer. La situation en Syrie reste fragile, comme nous le voyons suite au récent cycle de violence dans la province de Souaïda. Le A3+, condamne fermement tout acte de violence contre des civils et appelle à une enquête transparente et minutieuse afin de faire la lumière sur tous les incidents et garantir la redevabilité pour les auteurs. Ces événements soulignent le besoin urgent d'un dialogue national inclusif et de la réconciliation pour jeter les bases de la stabilité et de la paix pérenne en Syrie. Confié en Ukraine dans son rapport quotidien, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient détruit 7 stations de guerre électroniques ukrainiennes, 16 dépôts de munitions, 2 entrepôts de matériel et 7 dépôts d'approvisionnement situés dans différentes zones, alors que les troupes ukrainiennes ont de plus en plus de mal et perdent chaque jour du terrain. Et après 5 jours d'affrontements sanglants, le Cambodge et la Thaïlande conviennent d'un cessez-le-feu. Les premiers ministres des deux pays ont approuvé ce lundi, avec la médiation de la Malaisie, d'un accord immédiat et inconditionnel à l'issue de 3 heures de pourparlers. Pour rappel, les violences ont fait au moins 36 morts et environ 280 000 déplacés de part et d'autre de leurs frontières communes. The government of Malaysia, Cambodia and Thailand issued this joint press release. Le gouvernement de Malaisie, du Cambodge et de Thaïlande ont publié ce communiqué de presse conjoint à la suite de la réunion spéciale organisée par le Premier ministre Anwar Ibrahim à Putrajaya, à laquelle ont participé le Premier ministre cambodgien et le Premier ministre par intérim thaïlandais, et co-organisée par les États-Unis d'Amérique avec la participation active de la République populaire de Chine, afin de promouvoir une résolution pacifique de la situation actuelle. Le Premier ministre et le Premier ministre par intérim ont exprimé leur position et leur volonté d'un cessez-le-feu immédiat et d'un retour à la normale. Sport football en prévision de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, co-organisé par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, Majid Bougara, a animé une conférence de presse cet après-midi au stade Nelson Mandela de Baraki. Le Magique, comme on l'appelle, s'est montré confiant, fixant le titre comme objectif. L'objectif est clair, c'est d'essayer de tout faire pour aller la gagner. Mais à dire la chose la plus importante, c'est de prendre les match après match. Et en tout cas, on est préparé comme des compétiteurs. Mais voilà, le parcours sera long, les conditions ne sont pas les mêmes, l'environnement n'est pas les mêmes. Il est là le travail aussi, comment aborder les matchs. Ce ne sera pas de la même façon et de la même manière qu'ici en Algérie. Mentalement, on a préparé les joueurs à ça. Tout le monde est excité, tout le monde est prêt à commencer cette compétition mentalement, comme je vous l'ai dit. Et en tout cas, non, voilà, il n'y aura pas d'excuses, c'est aller créer quelque chose de fantastique avec cette équipe,
d'essayer de la gagner, parce qu'on est des compétiteurs. Wahed Igor y participer, non, ça marche pas comme ça. On y va match après match, jouer chaque match comme une finale, le gagner, et si tu gagnes tous les matchs, tu vas au bout tout simplement. Majid Bouguera s'est également exprimé sur l'importance de la compétition pour les joueurs locaux. On veut donner du bonheur à nos supporters, on veut donner du crédit aussi aux joueurs locaux, continuer que le joueur local a la qualité, et c'est une opportunité aussi pour eux de se montrer, parce que comme vous savez, le CHAN, il y a beaucoup d'équipes européennes ou dans le monde qui regardent des joueurs, des jeunes talents. On l'a vu au dernier CHAN qu'il y avait beaucoup de joueurs qui sont partis juste après, en Europe ou ailleurs. Donc voilà, c'est une très belle compétition, certes organisée un peu à la dernière minute, mais en tout cas le challenge est là, c'est d'essayer de trouver des solutions dans chaque domaine pour être prêt le jour J, Inch'Allah. Et on rappelle que l'Algérie affrontera la Mauritanie à huis clos en match amical demain mardi au stade Moustapha Tchaker de Blida à 18h. Ultime test des Verts avant de rejoindre l'Ouganda. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.